m'appelle Camille Somar, je viens de fonder ma société en machine learning, plutôt sur tout ce qui est bureau d'études au départ, mais ça accompagne aussi les entreprises dans l'industrialisation de process. Alors, il y aura 3 choses globalement. Ce que je vais faire, j'ai fait un plan. C'est très... j'ai été très académique. Hein. Je vais juste, on m'a demandé d'expliquer un peu mon parcours. Donc je vais vous l'expliquer. Il n'est pas du tout linéaire. D'accord ? Je n'ai pas du tout le super parcours expliqué par Patrick. Voilà, c'est un parcours un peu particulier. Ensuite, je vais vous expliquer globalement ce que c'est que le machine learning. Et moi, mon point de vue, comment je l'utilise tous les jours, en fait. Parce que comme Patrick l'a bien expliqué, la data science, c'est extrêmement large et ça va effectivement depuis l'informaticien qui va soit gérer tout ce qui est stockage des données, organisation, etc., soit optimiser le code, parce que derrière, il faut savoir qu'il y a un algorithme ou des algorithmes qui tournent et que quand on doit faire des réponses en temps réel sur certaines choses, derrière, il faut que ça tourne plutôt vite. Et puis, il y a tout l'aspect plus recherche, c'est-à-dire des personnes qui vont lire des papiers et qui, pour un point particulier, stat théorique ou stat appliqué, vont essayer de développer de nouvelles méthodes, de proposer des nouvelles solutions. Et puis, il y a après celui qui va vraiment utiliser les algorithmes directement sur les données et derrière analyser les données. Donc, c'est assez large. Moi, je me situe entre deux, c'est-à-dire entre... de par mon parcours, en fait, je fais un peu de recherche et puis je traite directement la donnée. Tout ce qui est optimisation du code, etc., j'en fais pas. Je suis vraiment pas bonne à ça. Je laisse les ingénieurs informatiques le faire. Alors voilà mon parcours. J'ai fait un bac S à David d'Angers. Voilà, j'étais à Angers. Et après, j'ai fait une licence d'économie quantitative à la Sorbonne. Donc économie quantitative, donc c'est vraiment tout ce qui est économie théorique. Et derrière, tout ce qui touche la modélisation, donc économétrie, etc. Donc vraiment méthode quantitative. Et je me suis orientée, du coup, ce qui me plaisait, c'était ça. C'était dès lors qu'il fallait quantifier, dès lors qu'on jouait avec les données, c'est ça qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai pris une filière qui était dédiée à ça à la Sorbonne. Et c'était donc un DESS en économie, mais avec option traitement d'information et décision d'entreprise. La filière TID. Et comme j'ai fait des stages, moi, beaucoup avec les laboratoires de recherche de la Sorbonne, en fait, je me suis rendu compte que l'environnement me plaisait. Et à la fin de mon master, en fait, je n'avais pas du tout envie d'aller sur le marché du travail. J'avais envie de connaître plus, de développer certaines méthodes. Voilà, j'étais plutôt demandeuse d'approfondir un sujet en particulier. Et j'ai eu la possibilité de partir en thèse. Donc, j'ai eu une bourse de thèse académique, du coup, j'étais payée par l'État. Pendant 3 ans, donc j'ai fait un doctorat de maths. Et l'objet du doctorat, voilà, c'était ce qu'on appelle du clustering discriminant et sparse pour des données complexes. Bon, parce qu'on ne parle pas, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, je vous rassure. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait 3 ans de doctorat. Et une fois que j'ai eu mon doctorat de maths, j'ai fait 1 an de postdoc. Donc, 1 an de postdoc, c'est quoi ? C'est que vous travaillez avec un chercheur en CDD et vous travaillez vraiment sur une thématique de recherche. Donc, ça implique écrire des papiers, les faire publier, etc. Et puis, suite à ça, je suis partie à l'étranger pendant 3 ans. J'ai travaillé pour une société anglo-américaine où là, je suis devenue data scientist, en fait, parce que j'ai développé un système de recommandation pour la société en question. Mais j'étais seule. J'étais seule statisticienne dans l'environnement et ça devenait assez difficile. Et du coup, j'ai eu la possibilité, quand je suis rentrée en France, d'aller travailler avec mon directeur de postdoc qui a créé sa société. Voilà. Et ça, c'était en 2016. Et donc, jusqu'à septembre, en fait, je travaillais dans cette société. Et j'ai décidé de créer ma société là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le machine learning ? Alors, le machine learning, il faut imaginer que c'est basé sur des données. D'accord ? Donc, les données, on a des X, ce qu'on appelle des X, on observe des choses, d'accord ? Des choses mesurables. Et ces données X, on essaye de les utiliser pour essayer d'expliquer quelque chose de nouveau, un Y, une nouvelle donnée, pour essayer de prédire
quelque chose, pour essayer de compresser quelque chose. Bon, bref, quelque chose qu'on appellerait la nature, d'accord? Que vous, si vous observiez, bon, on pourrait dire c'est la nature. Il s'avère qu'en fait, cette nature, on essaye de l'approcher par un algorithme. Donc, derrière, ce qui se passe, c'est à partir du moment où on a bien défini ce qu'on voulait, on a des X, des observations, on a des Y, ce qu'on cherche à avoir comme phénomène, et ce qu'on veut, c'est optimiser quelque chose. Donc, optimiser, c'est soit minimiser une certaine fonction, soit maximiser une certaine fonction, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, typiquement, par exemple, est-ce que je veux prédire si demain, le prix du carburant va augmenter? Voilà. Donc, pour prédire ça, donc je peux avoir tout l'historique des prix et des carburants d'avant, mais je peux aussi avoir d'autres données qui peuvent être extrêmement corrélées ou informatives à l'évolution du prix du carburant. D'accord? Et ce que je vais chercher à faire, c'est à réduire mon erreur, c'est-à-dire ce que mon algorithme va estimer. Je vais essayer de minimiser l'erreur qu'il existe entre ce que je vais estimer et la vraie valeur qui va arriver. OK? Et derrière, bon, c'est des processus qui permettent de faire ça. Et donc, on voit bien derrière qu'il y a une connotation quand même mathématique. C'est-à-dire que l'algorithme, il est là pour essayer d'optimiser quelque chose à des fins très particulières. Et donc, effectivement, il y a plusieurs idées qu'on pourrait faire effectivement en machine learning. Donc, il y a la notion de prédiction, la notion de description, d'écrire un Y en fonction de X, donc expliquer un phénomène, voilà, à partir d'autres données. Mais ça peut être aussi tout simplement de la compression de données. Et là, je n'ai pas forcément de Y. Enfin, mon Y de sortie, c'est censé être mes données compressées. D'accord? Donc, il y a différents types d'approches en machine learning, mais tout est fait sur les données. Ce que vous allez avoir, votre matière, c'est vraiment les données. Si vous avez des données avec aucune information, vous pouvez essayer tous les algorithmes du monde, ça ne va pas marcher. Si vous essayez de corréler un truc qui n'a rien à voir avec un autre, il ne trouvera rien, l'algorithme. D'accord? Donc, la spécificité du machine learning, c'est que c'est vraiment basé sur les données. On dit que ce sont des approches dites data-driven, conduites par les données. D'accord? C'est vraiment votre carburant, les données. Alors, voilà. Alors ça, c'est un ensemble de choses que je fais ou que j'ai fait durant mes expériences à Lumenaille ou là actuellement chez Twice. Et alors, ce que je pensais faire, c'est que je ne vais pas toutes les décrire parce que ça peut prendre du temps. Parce qu'après, je vais vous expliquer un projet qui a été conduit par des étudiants de l'ENSAI et que j'étais leur tuteur, donc j'ai travaillé avec eux. Et donc, du coup, on va vraiment rentrer dans la démarche data science et qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, typiquement, d'un travail en data science. Mais avant ça c'est donc différentes applications que j'ai fait vraiment dans le cadre de mon boulot pour répondre à des études d'entreprise, ou pas, parce que alors vous avez des couleurs différentes. Alors, couleur bleue, c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, cybersécurité. Tout ce qui est vert, on est plutôt sur le côté industriel. Jaune, c'est des activités annexes que j'organise. Et les trucs blancs, là, entourés de bleu, c'est plutôt lié à la recherche. Et puis tout ce qui est en gris, c'est des petits projets annexes qui est autre que la cybersécurité et que la maintenance, que le côté industriel. Donc le mieux, c'est que vous choisissez. Je vous laisse la parole. Vous choisissez un sujet, puis je vous raconte, si je ne m'en souviens pas, je vous raconte un petit peu ce qu'on a fait dessus et de quelle problématique il s'agit. Alors, monitorer le système de navigation d'engins volants. Alors, je ne peux pas parler du prestataire, bien sûr, mais l'idée, c'était quoi? C'était, on détenait des données qui étaient issues de capteurs d'avions. Et notamment, on avait des récepteurs et des émetteurs qui s'envoyaient des messages. Donc, on avait un certain nombre d'émetteurs, un certain nombre de récepteurs. Et l'objectif, c'était de voir s'il n'y avait pas d'intrusion dans le système. D'intrusion dans le système automatique qui pourrait typiquement engendrer des attaques. D'accord? Donc, il faut imaginer que mes X en entrée, là, ce sont les données qui transitent entre les émetteurs et les récepteurs,
avec des kilo-octets ou un nombre d'octets associé à des messages particuliers. OK ? Et en sortie, moi, ce que je veux déterminer, si c'est est-ce qu'il y a une attaque ou 0, est-ce qu'il n'y a pas d'attaque. D'accord ? Donc, est-ce que j'ai une petite... voilà. Donc, là, je vais vous montrer quelques résultats. Typiquement, en orange, voilà. En bleu, c'est quand c'était l'état du système, c'est-à-dire 0, c'est un état normal, 1, c'est un état d'attaque. Et en orange, c'est la prédiction des approches qu'on a testées. Donc là, dans ce cadre-là, on peut voir par exemple que en haut à gauche, là, on l'a prédit, on détecte exactement le moment de l'attaque et on détecte exactement quand il n'y a plus d'attaque. Donc là, typiquement, l'approche qu'on a faite, elle est plutôt extrêmement efficace. Mais à l'inverse, on fait des fois des faux positifs, notamment sur celui qui est en dessous, là, deuxième partie en dessous. Ben là, on se rend compte qu'il y a plein d'alertes oranges qui arrivent, d'accord ? Bien avant qu'il y ait un signal, qu'il y ait une attaque réelle. D'accord ? Ben voilà, ça arrive. Ça arrive. C'est des données qu'on n'a pas vues. Il faut savoir que le machine learning, ça marche quand vous êtes dans une répétition de choses. D'accord ? Si vous avez un phénomène qu'on voit une fois et qu'on ne voit plus jamais, on ne peut rien apprendre. Donc, plus on a d'informations, plus on a de données, notamment de choses qui se répètent, plus ça va être facile pour l'algorithme d'apprendre ce comportement répétitif. Si c'est un comportement qu'on n'a jamais vu, là, on change de paradigme. On va être plutôt dans ce qu'on appelle de la détection d'anomalies, c'est-à-dire un truc qu'on n'a jamais vu et qui est nouveau, mais c'est extrêmement dur de qualifier si ce qui est nouveau, c'est une attaque, ou ce qui est nouveau, c'est du bruit, quoi. C'est un truc qui n'a rien à voir, mais c'est absolument pas une attaque. Voilà. Et il y a vraiment derrière la caractérisation des choses, la caractérisation de ce qu'on peut, de la nouveauté, c'est en fait une problématique en soi qui est assez compliquée et qui fait partie d'un pan de la recherche. Sujet recherche. Alors, cette théorie, elle est issue, parce que vous savez qu'en statistique, toutes les statistiques, enfin beaucoup de statistiques, on peut dire quelque chose à partir du moment où on a un minimum 30 observations. En dessous de ça, c'est très compliqué. Et la plupart des statistiques, on dit généralement une observation, elle est générée par un processus, une loi qu'on ne connaît pas, ou qu'on peut connaître, mais c'est une loi qui va générer les mesures que j'observe. D'accord ? Et très souvent en statistique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une hypothèse sur la loi. On dit, bon ben voilà, au vu de ce que j'observe, bon, on va supposer que ces données suivent une loi normale ou suivent une loi uniforme. Mais c'est toujours avec une idée qu'on a une infinité de tirages, une infinité de mesures. Typiquement, quand vous jouez au dé, là, si c'est un dé non pipé, votre loi, c'est une loi uniforme. C'est-à-dire que j'ai autant de chances de tomber sur un 1, sur un 2, sur un 3, sur un 4, sur un 5 ou sur un 6. D'accord ? Si vous deviez faire les expériences, c'est-à-dire vous lancez votre dé, puis à chaque fois, vous notez combien de fois vous avez fait un 1, de 2, de 3, de 4, bah, au départ, vous avez l'impression que vous allez faire une série de 1, et vous allez dire, ah ben non, mais en fait, ce dé-là, j'ai fait plein de 1, donc c'est sûr, il est pipé, en fait, c'est pas du tout une uniforme, mais pas du tout. Il faut imaginer que vous lancez les dés, mais des milliers de fois, et en fait, au bout d'un moment, vous allez avoir une probabilité de tomber sur 1 qui va être égale à 1 sixième. 1, c'est le nombre de... C'est la 1, j'ai qu'un 1 sur un dé, et puis divisé par 6 parce que j'ai 6 faces. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des lois. Et il y a d'autres types de lois. Donc là, en l'occurrence, c'est une loi pour des variables discrètes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on a des lois aussi pour des valeurs continues. OK ? La théorie des valeurs extrêmes, c'est justement, on s'intéresse non pas à ce que la majorité des éléments font, mais au contraire aux extrêmes, ceux qui n'arrivent presque jamais, les événements rares. Et alors là, on est mal, parce que quand on se base sur la statistique, on modélise justement les événements qui arrivent le plus souvent, là, au contraire, on s'intéresse aux événements rares. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde ces événements rares, donc typiquement des max de données ou des minimums, ben on se rend compte que finalement, alors c'est de manière avec les mains et c'est très approximatif ce que je veux dire, mais on se rend compte que si on étudie la loi de ces valeurs extrêmes,
c'est quasiment la même, quelle que soit la loi qui a généré les valeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que typiquement, comme on sait que quelle que soit la loi qui a généré mes mesures, d'accord, les valeurs que j'observe, mais on sait que de toute façon, les valeurs extrêmes, elles suivent toutes la même loi. Et donc, à partir du moment où on a ça, c'est assez facile de calculer, parce qu'on sait exactement à quelle loi elles appartiennent, et donc c'est assez facile de pouvoir estimer, typiquement de faire des tests statistiques, etc. dessus. Voilà. Alors là, vous imaginez, donc c'est un travail avec une société de cybersécurité qui travaille, qui vérifie les authentifications des gens, en gros. Et là où elles ont beaucoup de mal, elles n'ont rien dessus, c'est typiquement sur les documents partagés, donc c'est comme le Drive. Sur Google Drive, vous pouvez partager vos documents, etc. D'accord ? Et alors là, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer que vous êtes dans une société. Donc, ce que vous avez comme élément en entrée, ça va être qui a ouvert quoi. Donc, un identifiant personne. Et quoi, ça va être le document ouvert. Et ça, pour des millions de documents et des centaines de personnes qui se trouvent dans une entreprise. Le parti pris qui a été fait, c'était de se dire, finalement, on peut voir quels sont les gens qui sont connectés ensemble via le document partagé. Donc, au lieu de se dire, mes données d'entrée, c'est un utilisateur, enfin des utilisateurs qui se connectent à certains fichiers, on les transforme en étant des utilisateurs. Un utilisateur est connecté avec un autre utilisateur s'il a partagé un même fichier. Donc là, on se trouve avec des données qui sont très particulières, qu'on appelle des données de graphes, parce que là, on n'est plus avec des mesures, mais on est avec ce qu'on appelle des nœuds et des arêtes. Des nœuds, ce sont les individus. Des arêtes, c'est on crée le lien entre ces individus si ils ont partagé un document. Et quand on travaille sur ce genre de données-là, derrière, ce qu'on peut faire, c'est de trouver des communautés. Donc typiquement sur des réseaux sociaux, on peut faire l'amalgame, on peut faire le parallèle avec les réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des communautés de telle sorte qu'une communauté se forme si des gens sont connectés entre eux. Et cette approche-là, ça a permis de montrer quoi? Ça a permis de résumer l'information des documents partagés, parce que quand vous avez des millions de documents partagés et des milliers d'utilisateurs, vous n'allez pas regarder ligne à ligne ce qui se passe. Vous en êtes incapable. Personne ne peut le faire. Donc, il faut trouver des moyens pour résumer l'information. Et l'avantage de mettre en valeur des communautés, c'est typiquement, on peut voir quelles sont les communautés qui sont liées les unes aux autres, et derrière, aller analyser ces liens pour dire, mais c'est bizarre, là, ces deux communautés, elles sont ensemble, comment ça se fait? Alors que normalement, ça appartient à deux entités de services différentes. Donc là, on va chercher dans le lien. Ah, c'est drôle, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui crée le lien. Et typiquement, ça permet de mettre en valeur des comportements anormaux.